Vendre en B2C dans un contexte omnicanal. Les étapes de la vente et les techniques de vente. Définition de la vente. Une vente est un accord par lequel un vendeur s'oblige à livrer un bien ou un service et un acheteur s'oblige à le payer. Une vente peut être réalisée en B2C, business to consumer, entre une entreprise et un client, ou en B2B, business to business, entre deux entreprises. Lors d'une vente, acheteurs et vendeurs doivent s'entendre pour atteindre leurs objectifs respectifs. Pour le vendeur, réaliser la vente, satisfaire les besoins du client et le fidéliser. Pour l'acheteur, satisfaire ses besoins en acquérant un bien ou un service au meilleur rapport qualité-prix. Le vendeur doit maîtriser un certain nombre de techniques pour mener à bien sa vente. Savoir accueillir le client et le mettre en confiance, savoir découvrir les besoins du client en pratiquant l'écoute active et la reformulation des besoins, proposer une offre correspondant aux besoins identifiés, utiliser l'argumentaire en cap son cas sur cette offre, traiter les objections, conclure la vente, prendre congé et savoir comment fidéliser le client. Nous y reviendrons dans un instant. La vente, une situation de communication. La vente est une situation de communication qui présente certaines spécificités. C'est une communication orale interpersonnelle durant laquelle le vendeur doit pratiquer l'écoute active et faire preuve d'efficacité relationnelle. La communication interpersonnelle. Une vente implique deux personnes, un acheteur et un vendeur, dans une relation de face à face, chacun étant à tour de rôle l'émetteur et ou le récepteur. Dans cette relation, la communication peut être verbale ou paraverbale. La communication verbale correspond au langage utilisé. Le vendeur devra veiller à son vocabulaire et au registre du langage, plutôt soutenu et non pas familier. Il devra aussi faire preuve d'aisance relationnelle pour transmettre un message clair et précis sur le produit et être ainsi le plus convaincant possible. La communication paraverbale désigne, elle, les gestes, les attitudes, le ton de la voix, les postures du corps ou encore le regard, tout ce qui ne passe pas par le langage. Le vendeur devra maîtriser ce langage paraverbal pour que ses gestes, son attitude et le ton de sa voix soient le plus professionnels et le plus rassurant possible pour le client, mais aussi comprendre le langage paraverbal du client lui-même. L'écoute active. Le vendeur posera des questions courtes, claires, précises et adaptées au client pour découvrir ses besoins. Cette découverte doit se faire en pratiquant l'écoute active qui consiste, tout en posant des questions, à laisser parler son interlocuteur, à ne pas être trop réactif, à ne pas induire les réponses, à faire preuve d'empathie et à observer le langage paraverbal de l'interlocuteur. L'efficacité relationnelle. Pour réaliser leurs objectifs, les deux acteurs, vendeurs et acheteurs, doivent rechercher une certaine efficacité relationnelle, en contrôlant leurs émotions et en évitant l'agressivité et le conflit. Le vendeur doit notamment faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire être capable d'affirmer son point de vue tout en respectant celui de l'acheteur et sans susciter son hostilité. Il doit sans cesse savoir s'adapter à son client, à ses besoins, à sa personnalité, à son langage paraverbal. Voyons à présent les étapes de la vente. Première étape de la vente, connaître les objectifs de vente. Les objectifs du vendeur sont de deux ordres. Les objectifs qualitatifs, qui correspondent à la satisfaction du client en répondant à ses attentes et ainsi le fidéliser, et les objectifs quantitatifs, atteindre un certain niveau de performance, mesuré grâce à des indicateurs clés tels que le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, le panier moyen ou le taux de transformation. C'est le chef de rayon ou le manager de l'UC qui fixe les objectifs et oriente ainsi l'action des vendeurs en leur demandant de porter leurs efforts sur tel ou tel produit ou sur tel rayon. Par exemple, le manager demande aux vendeurs de proposer systématiquement des produits complémentaires afin d'augmenter le panier moyen. Ces objectifs peuvent être déterminés en fonction des périodes précédentes, mois ou années, ou en fonction de la moyenne du réseau. Deuxième étape de la vente, préparer la vente. Connaître l'unité commerciale, son histoire, sa culture d'entreprise, les produits, les prix, les clients de la zone de chalandise, les concurrents implantés à proximité.
mais également préparer ses OAV, les outils d'aide à la vente, qui permettent la découverte des besoins, l'argumentaire en CAP, caractéristiques, avantages et preuves, le traitement des objections. Maîtriser enfin les outils numériques au service du conseil et de la vente. Étape numéro 3, prendre contact. Se présenter et créer un climat favorable à la vente. Le vendeur devra pour cela avoir en tête les premiers éléments souvent décisifs dans une situation de vente. La règle des 4 x 20. Les 20 premiers pas, avancer d'un pas décidé vers le client, être sûr de soi. Les 20 premiers centimètres du visage, le sourire, regarder le client, porter une tenue soignée et adaptée au contexte de la négociation. Les 20 premiers gestes, des gestes d'ouverture, se montrer disponible. Et enfin, les 20 premiers mots, utiliser un vocabulaire positif, avoir un ton de voix posé. Étape numéro 4, découvrir les besoins du client. À partir des questions préparées grâce aux outils d'aide à la vente, interroger le client et l'amener à s'exprimer pour identifier ses attentes et ses mobiles d'achat. Étape numéro 5, verrouiller la découverte des besoins. Reformuler les besoins du client pour contrôler avec lui l'ensemble de ses attentes. Étape 6, argumenter. Proposer un produit répondant aux besoins, mobiles et motivations du client. Convaincre le client de la pertinence de l'offre en s'appuyant sur l'argumentaire en CAP, caractéristiques, avantages et preuves, préparé comme outil d'aide à la vente. Les arguments développés seront choisis en fonction des besoins et des mobiles d'achat, par le son cas, du client. Il faut également vérifier la portée des arguments à l'aide de questions de validation. Qu'en pensez-vous ? Cette solution vous satisfait-elle ? Étape numéro 7. Traiter les objections du client. Identifier la nature de l'objection émise par le client. Sincère, c'est-à-dire de bonne foi. Par exemple, c'est trop cher. Non sincère, pour échapper à la négociation. Par exemple, je n'ai pas le temps pour un essayage. Lorsqu'elle est sincère, l'objection peut être fondée. Le frein correspond à un problème réel. Par exemple, ce pantalon est trop petit. L'objection peut être aussi non fondée. Le frein ne correspond à rien. Par exemple, j'ai peur de ne pas savoir m'en servir. Accepter et valoriser l'objection en soulignant son intérêt. Je comprends, vous avez raison de souligner ce point. Cherchez à comprendre en posant des questions pour approfondir le frein de l'acheteur. Pourquoi pensez-vous ne pas savoir comment vous en servir ? Confirmez la compréhension en reformulant. Si je comprends bien, votre inquiétude porte sur... Et enfin, traitez l'objection en s'appuyant sur les réactions préparées en outils d'aide à la vente. Étape numéro 8. Conclure la vente. Obtenir un accord verbal ou écrit. La conclusion de la vente consiste à obtenir l'engagement du client. Elle se fait au moment où le vendeur détecte chez l'acheteur des signes verbaux et ou non verbaux favorables. On appelle ça également les signaux d'achat. Il consiste à regarder et à repérer les signaux verbaux. Le client pose des questions sur les conditions commerciales, livraison, garantie. Le client accepte la réfutation de son objection la plus importante. Le client demande des avantages supplémentaires, paiement en plusieurs fois, réduction du prix, etc. Les signaux non verbaux, eux, sont le client se montre aimable, il se détend, sourit, acquiesce. Le client manipule le produit, l'essaye, le garde en main. La conclusion de la négociation peut se faire grâce à différentes techniques. L'invitation directe amène le client à s'engager en abordant la question du mode de règlement ou de la livraison. Le récapitulatif des arguments acceptés par le client dresse un bilan positif. Le dernier argument, technique ou commercial, emporte l'adhésion du client à l'offre. Le pré-close isole une dernière objection en validant l'accord sur toutes les autres objections. L'APA propose un avantage exceptionnel si le client achète tout de suite. Et enfin, l'établissement de la signature par le bon de commande. Étape numéro 9, prendre congé. Le vendeur félicite le client pour son choix et son achat. Le vendeur montre qu'il reste disponible pour d'éventuelles questions ou pour le suivi de la livraison. Le vendeur accompagne le client vers la caisse ou réalise lui-même l'encaissement. Il peut aussi proposer la carte de fidélité du magasin. Étape numéro 10, suivre la relation client et fidéliser le client.
Maintenir la relation afin de contrôler la satisfaction et fidéliser le client. Le vendeur doit assurer le suivi de l'entretien de vente en enregistrant les informations clients dans la base de données. Le service marketing de l'UC pourra donc ensuite transmettre aux clients des offres commerciales ou des invitations à des événements par mail, courrier, SMS. Le contrôle de la satisfaction client peut se faire également grâce à des enquêtes de satisfaction. Étape numéro 11. Mesurer l'atteinte des objectifs. Il s'agit de contrôler si les objectifs fixés au départ ont été atteints en calculant les différents indicateurs et, s'ils ne sont pas atteints, de proposer des axes d'amélioration. Le contrôle peut se faire lors d'une évaluation personnelle de chaque vendeur et ou lors d'une évaluation de l'équipe de vendeurs. Par exemple, si un vendeur obtient un taux de transformation relativement faible, il peut être utile de lui proposer une formation sur les techniques d'argumentation. Les particularités de la vente d'un service. Les étapes de la vente d'un service sont les mêmes que celles d'un bien. La vente de service présente cependant certaines particularités. Lors de la vente d'un service, le client est partie intégrante de la construction de l'offre. On parle de co-construction entre le vendeur et l'acheteur, qui vont décider ensemble de la durée, du lieu, du contenu précis de la prestation de service. La phase de découverte des besoins est donc essentielle lors de la vente de service pour bien identifier toutes les attentes du client. D'autre part, un service est intangible, c'est-à-dire on ne peut ni le voir, ni le toucher, ni l'essayer. Le vendeur devra donc matérialiser son offre autrement, avec une plaquette d'informations, une vidéo, des témoignages clients par exemple. Il devra aussi instaurer une relation de confiance avec l'acheteur. Un client qui décide d'acheter ce qu'il ne peut ni voir, ni toucher, ni essayer, montre qu'il a une confiance totale dans le prestataire qui propose le service et en son expertise.